C'est la période des fêtes. Et quoi de mieux pour faire une petite FAQ? Je vais répondre aux questions que vous m'avez posées ces derniers jours par mail sur Instagram et sur YouTube. C'est parti! Je commence par Florent qui demande quels seraient mes conseils pour développer notre esprit de créativité et trouver de nouvelles idées lorsqu'on veut réaliser un projet vidéo, que ce soit des événements familiaux ou autres, mais également des films institutionnels ou contenus de marque pour des clients. Ma réponse, elle est assez simple, c'est de filmer et de filmer. On peut peut-être s'imaginer que certains vidéastes ou réalisateurs, avant de faire un projet, se posent devant une feuille de papier ou un ordinateur et écrivent avec leurs idées bien claires en tête, puis ensuite le réalisent. Moi, c'est pas du tout ma vision, en tout cas c'est pas comme ça que ça s'est passé pour moi. Je pense que les idées, elles viennent les unes après les autres. Je prends un exemple, en 2015, quand j'ai commencé à chercher du travail dans l'audiovisuel, au bout de quelques mois, je trouvais rien, et du coup j'avais pas mal de temps libre. Donc je me suis dit, bah tiens, est-ce que je ferais pas des vidéos pendant ce temps libre? Et j'ai décidé de lancer une chaîne YouTube de vidéos humoristiques un petit peu à la Norman. Mais au tout début, j'avais pas du tout une vision globale de chaîne YouTube, j'avais juste une première idée de vidéo sur le covoiturage, parce que en fait je faisais beaucoup de covoiturage à cette époque-là. Je me rappelle, j'avais même reçu une lettre de Blablacar, comme quoi j'étais un des meilleurs covoitureurs, j'avais dû faire plus de 40 trajets, et du coup j'avais noté plein d'anecdotes, mais réelles, de personnes qui, que je trouvais drôles. Donc finalement, l'idée créative, elle est partie d'un truc que j'ai réellement vécu, et ensuite j'ai fait une vidéo où je fais un petit peu de face caméra pour raconter ce que j'ai vécu, et après je faisais des mises en scène pour illustrer mes propos. Il se trouve que après j'ai fait des vidéos sur cette chaîne pendant 6 mois, jusqu'à trouver mon premier job, mais je faisais ça vraiment gratuitement, j'avais aucun objectif, c'était ni pour un client, ni pour quelqu'un qui m'avait demandé de faire ça. Moi je m'amusais, et c'est vrai que ça me faisait rire aussi de partager ça à ma famille, à mes amis. Ça permet aussi de gagner en confiance, de partager son travail. Au final, ça m'a fait progresser en face caméra, en images, parce qu'à l'époque j'avais fait très peu de vidéos, en montage aussi, et aussi en After Effects, parce que je m'amusais à rajouter un petit peu des animations. Et bah je peux vous dire que ça m'a beaucoup aidé en tant que monteur dans mon premier job, et le fait de faire du face caméra, ça m'a beaucoup aidé pour ma deuxième chaîne YouTube, qui est celle-ci, que j'ai lancée en 2018. De la même manière, en 2022, j'en avais un peu ras-le-bol de la vie parisienne, donc je suis parti marcher tout seul en Normandie pendant quelques jours, et je me suis lancé le défi de faire des petits vlogs quotidiens sur TikTok, donc au format vertical, qui durait entre 1 et 2 minutes. Et bah là, j'ai découvert une nouvelle façon de faire des vidéos sur le terrain. J'avais aucune idée avant de partir, si ce n'est que de raconter un petit peu ma rando, mais en fait, quand j'étais sur place et en mouvement, j'ai eu plein d'idées qui sont venues à moi. Et pour la petite histoire, j'aime pas cette expression mais je vais quand même l'utiliser, c'est cette vidéo en Normandie qui m'a permis ensuite de démarcher l'UCPA et de travailler ensuite pour l'UCPA et faire la même chose. Donc finalement, un truc que je suis parti faire complètement gratuitement, sans aucun objectif, a débouché sur une mission pour un client. Donc je dirais que pour développer ton esprit de créativité, il faut se lancer dans des projets, même si tu sais pas trop où tu vas au début, et tu vas voir que les idées vont venir à toi au fur et à mesure et tu vas prendre en confiance. Alors je dis pas qu'il faut forcément faire du face caméra, là les exemples que je te donne c'est le cas, mais en tout cas je pense qu'il faut que ton idée de base, elle vienne de quelque chose qui te tient à cœur. En fait il faut que dans ton projet, il y ait une âme. Le covoiturage c'est quelque chose que j'avais vécu et que je voulais partager. La randonnée c'est quelque chose qui me faisait plaisir. Je pense à un autre projet que j'ai fait pour ma famille qui s'appelle Chabrignac 2019 où en fait toute la famille était réunie dans une maison de campagne pendant une semaine. Là je me suis dit bah tiens c'est une occasion en or pour faire un film de famille. Mais ça allait pas vraiment plus loin, je me suis juste dit bah je vais filmer un maximum de choses et on verra après ce que ça donne. Et en fait la veille du départ quand je préparais mon matériel, je regardais un petit peu ce que j'avais chez moi et je me suis dit ah tiens les micro-cravates, bah non je vais pas en avoir besoin forcément, là c'est un film de famille donc je vais juste prendre le son d'ambiance avec le micro-canon, ça sera suffisant. Et après je me suis dit ah mais en fait, et si je faisais des petites interviews, ça serait peut-être pas mal pour que chacun raconte un petit peu ce qu'il vit dans la semaine. Au final, je suis parti avec mes micro-cravates et j'ai interviewé tous les membres de ma famille et toutes les personnes qui étaient sur place en face caméra. Et bah au final, quand j'ai fait le montage, j'ai axé toute ma structure autour de ces interviews, donc vraiment le storytelling était basé sur ce que chacun disait en face caméra et après je venais rajouter des images d'illustration pour illustrer tout ce qu'il disait. L'idée de base c'est de se dire je vais faire un film de famille, ensuite je vois un micro-cravate, je me dis je ferai bien quelques interviews. Et au final, au montage, les interviews sont tellement bien que ça devient mon socle.
Et pour finir sur cette question, parce que là je commence à être un petit peu long, je dirais arrêtez de rendre le processus chiant. Le processus de création, ça doit être quelque chose de fun et qui vous fait plaisir. Ça me fait penser à un concours vidéo que je faisais avec des amis, où on devait chacun faire des vidéos drôles pour faire rire les autres quand on allait faire la projection. L'objectif c'était en gros que les autres résistent et ne rigolent pas. Donc il fallait faire quelque chose le plus potentiellement drôle. Donc, je me creusais la tête pour savoir qu'est-ce que je pourrais faire. Et en fait là j'étais chez moi, et il se trouve que ma cuvette de toilette était cassée, donc j'en avais commandé une nouvelle que j'allais remplacer, et donc la nouvelle était emballée dans son plastique là devant moi dans le salon. Et ben je me suis dit, tiens, allez, je vais faire une vidéo avec ma cuvette de toilette, et ça a donné ça. Question de Augustin maintenant, quelles sont les bases indispensables d'un montage réussi? Déjà, je dirais qu'il faut un minimum de 5 à 10% de plans larges ou de plans très larges. Je vois trop de vidéos amateurs où on a quasiment que des plans moyens ou des plans serrés, ce qui fait qu'on n'a aucun contexte, on ne comprend pas ce qui se passe, où est-ce qu'on est, où l'action se déroule. Donc vraiment, mettre un minimum de plans larges pour moi, c'est indispensable. Ensuite, ça va peut-être vous étonner, mais je dirais qu'un montage réussi, c'est un montage qui est dans la sobriété. Donc on évite les effets de transition. Il n'y a pas besoin de faire des effets de transition dans un montage. Vous mettez des simples cuts et ça fonctionne très bien. Osez faire des plans fixes. Il n'y a pas besoin d'être tout le temps en mouvement. C'est pareil, pour qu'on puisse s'imprégner de la scène, il faut vraiment qu'il y ait un minimum de plans fixes. Faites durer les plans suffisamment longtemps, parce que si les plans sont trop courts, on a à peine le temps de voir ce qui se passe qu'on est déjà au plan suivant. Donc finalement, ça nous sort complètement de la vidéo. Et surtout montrer de l'humain et de l'humain. On doit absolument voir des visages dans une vidéo pour être captivé par ce qui se passe. Alors ça peut être des visages ou des animaux, mais en tout cas voilà, il faut qu'on soit attiré par un regard. Pour conclure, je dirais que la majorité des plans d'un montage doivent être là pour apporter quelque chose à l'histoire et non pour démontrer votre qualité de vidéaste. Donc concentrez-vous en priorité sur l'histoire, sur les choses simples, et après, s'il vous reste du temps, faites-vous plaisir avec des plans avec un petit peu plus d'effets. Mais vraiment, il faut prendre les choses dans cet ordre-là. Ensuite, on a une question de Alexis qui me demande dans quelle mesure et comment l'IA va-t-elle modifier le métier de vidéaste, et de quelle plateforme IA je me servirai pour améliorer mes vidéos. Alors Alexis, j'ai déjà un peu répondu à cette question sur la partie montage dans une de mes dernières vidéos qui s'appelle l'IA va remplacer 90% des monteurs. En gros, mon point de vue sur la question, c'est que l'IA pourra remplacer beaucoup de tâches de vidéaste qui sont des tâches, on va dire, répétitives ou techniques. Par exemple, assembler des plans entre eux, supprimer des blancs, ajouter des effets, des transitions. Par contre, l'IA ne pourra jamais remplacer le nerf de la guerre qui est le storytelling. Pourquoi? Parce que le storytelling, c'est pas de la technique, ça vient d'ici, c'est comment raconter une histoire. Et même entre êtres humains, on n'a pas tous les mêmes façons de raconter une histoire. Donc une intelligence artificielle n'aura pas la même façon que nous de raconter une histoire. Elle aura peut-être sa façon à elle, mais en tout cas, ce sera pas la même que nous. Donc je considère que si on veut perdurer en tant que vidéaste et ne pas se faire remplacer par l'IA, eh ben, il faut travailler notre storytelling, notre style, donner une patte à nos vidéos et faire en sorte que le rendu de nos vidéos soit unique et ne soit pas imité, que ce soit par un autre humain ou par une IA. C'est pour ça que rajouter des effets, des transitions, faire des mouvements au stabilisateur, ça tout le monde sait le faire. Donc malheureusement, si vous faites que ça, vous serez remplacé. Ensuite, question de Johan. Salut Théo, aimes-tu le cinéma et as-tu un réalisateur préféré? Alors il faut savoir que je regarde de moins en moins de films. Avant j'étais abonné au cinéma UGC, j'avais une carte UGC illimitée donc j'y allais assez souvent. Mais finalement j'ai résilié ça parce que maintenant je vais plus voir des pièces de théâtre depuis que je fais du théâtre. J'avoue que je préfère aller voir du spectacle vivant que du cinéma. Et même sur les plateformes Netflix, MyCanal, je regarde de moins en moins de films. Parce qu'en fait à chaque fois que je me pose devant ma plateforme et que je cherche un film, je navigue, je fais quasiment tout le catalogue en regardant tout ce qu'ils ont. Et au final, je me retrouve dans la situation que je pense vous connaissez, c'est-à-dire plus on a de choix, moins on a envie de choisir quelque chose. Et donc je finis au bout de 20 minutes, une demi-heure, à me dire bon en fait non, je regarde rien, ça me saoule, j'ai perdu trop de temps à chercher un film.
ou alors je lance un film, mais finalement je suis pas emballé et je m'arrête. Donc en fait je trouve que c'est de plus en plus dur de regarder un film, même chez soi. Mais sinon pour te répondre quand même sur le réalisateur, j'avoue que moi je suis un grand fan de Tarantino, donc j'ai vu quasiment tous ses films, enfin je pense que oui je les ai tous vus. Je dirais que mon préféré c'est Inglourious Basterds, et j'adore vraiment le style de ses films, que ce soit en termes de musique, d'effets, de dialogue, même le montage, la façon dont sont montés beaucoup de ses films, un petit peu déstructurés ou alors par chapitre, ça je trouve ça vraiment génial. Ensuite, Alexandre me demande mon drone de l'année. Alors j'utilise pas de drone, mais je dirais que l'album de Muse qui s'appelle Drones est mon drone de l'année, parce qu'il y a quand même ce riff là. Bon, j'ai répondu un petit peu à côté de la question, mais ça me faisait rire. Ensuite, on a des questions d'Anne-Laure sur le métier de vidéaste. C'est pas vraiment des questions, Anne-Laure, que tu m'as posées, mais c'est plus des choses que tu dois développer pour développer ton activité. Donc, rendre le référencement de ton site meilleur, revoir ta stratégie commerciale en termes de prospection et refondre ton logo. Alors, je vais pas rentrer en détail ici, c'est pas du tout l'objectif, mais ce que je vois là en lisant ta question, c'est que je pense que tu t'attaques pas du tout aux bonnes choses. Rendre le référencement de ton site meilleur, pour moi, ça sert à rien parce que dans tes clients potentiels, il n'y en a aucun qui va taper « recherche vidéaste freelance ». C'est pas comme ça que ça fonctionne. Moi-même, quand je recherche un freelance, par exemple un graphiste, ça m'arrive souvent, je ne passe jamais par Google en tapant « graphiste pour faire telle chose ». Le canal qui va être important pour trouver des clients, c'est plutôt les réseaux sociaux et notamment LinkedIn. En tout cas, en ce qui concerne ta présence en ligne, parce qu'après, tu as aussi le bouche à oreille et plein d'autres moyens. Mais moi, je te conseille plutôt de travailler tes réseaux sociaux et notamment LinkedIn. Et ton site web, ce qu'il faut que tu travailles dessus, c'est l'aspect, le rendu. Le référencement, on s'en fiche, mais par contre, la façon dont apparaissent les choses, c'est important parce que c'est là que tu vas rediriger les gens qui veulent en savoir plus sur ton travail. Que tu les rencontres via LinkedIn, dans la vraie vie ou ailleurs. Donc pour moi, le site web, c'est vraiment une vitrine qui doit être hyper clean comme celle d'un magasin. Mais par contre, ça peut arriver en 10e page de résultats Google, c'est pas un problème. Ensuite, quand tu parles de revoir ta stratégie commerciale en termes de prospection, en fait là je ressens dans les termes que tu utilises des termes très corporate qui sont finalement plus liés à une agence, à une entreprise avec beaucoup de personnes plutôt qu'à un freelance. Je me trompe peut-être, mais je pense que dans les échanges que tu as avec tes prospects, il faut que tu insères beaucoup plus d'humain, beaucoup plus d'originalité, en fait beaucoup plus de ta personnalité pour que les gens aient envie de travailler avec toi. Parce que si tu te présentes et que tu es juste une énième vidéaste comme une autre, et bah du coup tu vas tomber dans le flux de tous les vidéastes qui démarchent. Et là, comment les prospects font leur choix? Et bah ils vont travailler avec les personnes avec qui ils ont le meilleur feeling, donc ils ont ressenti une certaine personnalité. Je sais que c'est pas simple parce que ça reste du business, donc faut pas non plus partir dans un truc trop fun, mais pour moi c'est un élément essentiel. Et ensuite, refondre ton logo, pour moi c'est pareil, c'est pas ça qui va t'apporter des clients. Ce qui va t'apporter des clients, c'est l'image que tu dégages. Donc ça passe par les vidéos que tu as déjà réalisées, donc pense à ne sélectionner que celles dont tu es la plus fière. Ensuite, encore une fois, c'est la façon dont est présenté ton site. Est-ce que c'est simple? Est-ce que c'est joli, élégant? Tes réseaux sociaux, est-ce que tu expliques bien ce que tu fais en mettant de ta personnalité? Est-ce que tu as choisi une belle photo de profil pour dégager finalement du sérieux? Tout ça pour moi c'est plus important que le logo. Alors oui, le logo ça reste important, mais je te conseille d'ailleurs de sous-traiter avec des plateformes de freelance comme Fiverr, où tu pourras avoir un logo franchement de bonne qualité pour pas très cher, et au moins ça t'évitera de passer trop de temps dessus. Ensuite, j'ai une question de Mikos Calco qui me demande si j'envisage de donner des cours techniques individuels, captation, storytelling, montage. Alors oui, c'est le cas. Et en fait, je réserve mes cours individuels aux membres de mon programme d'accompagnement. En fait, c'est un nouveau programme que j'ai lancé début décembre. Ça s'appelle Vidéaste à plein temps. Et dans ce programme, en fait, je propose un accompagnement individuel pendant 6 mois pour vous aider à vous lancer en tant que vidéaste freelance. Donc ça concerne la partie business, la partie storytelling, la partie montage pour les réseaux sociaux et également d'autres modules. Pour l'instant, j'ai ouvert 3 places en décembre dans une formule un peu bêta pour tester le format de ce programme et aussi parce que j'ai envie d'avoir du temps à consacrer à chacun des 3 bêta-testeurs. Mais je vais sûrement réouvrir d'autres places en janvier pour le programme. En dehors du programme, sinon ça m'arrive, mais très ponctuellement, de faire du coaching individuel. Ça, c'est vraiment en fonction de mon planning. Ça peut m'arriver d'ouvrir quelques créneaux. De toute façon, pour être tenu au courant de mon programme et des sessions de coaching, le seul endroit où j'en parle, c'est dans ma newsletter Les Coulisses. C'est le premier lien qui est en description, donc je vous invite à vous inscrire pour ne rien louper, sachant que dans les coulisses, je partage également beaucoup de choses, notamment sur les tournages que j'ai avec mes clients. Dernière question de Louis, quel est mon quotidien en tant que vidéaste? Client, youtubeur,
comment est-ce que j'organise mon temps pro, quelles sont mes sources de revenus avec un classement éventuellement, et quels sont mes projets pour 2024. Alors mon quotidien en tant que vidéaste, je me réveille à 8h, à 8h02 je me sers un café, et là, je pense à ma journée. Non, je plaisante. En fait, j'ai pas vraiment de quotidien type. D'ailleurs, c'est pour ça que j'aime bien être indépendant, c'est que chaque journée et chaque semaine est différente. Je dirais que la base de mon emploi du temps, c'est les projets pour mes clients, parce que là, j'ai pas de souplesse et il y a une certaine exigence extérieure. Par exemple, là, je vais partir pour le Nouvel An pendant une semaine travailler pour l'UCPA. Et ben voilà, c'est une semaine qui est prévue de longue date, donc je sais que je vais partir à ce moment-là, que pendant cette semaine-là, je ne travaillerai pas sur ma chaîne YouTube, par exemple. Et sinon, en dehors des missions pour les clients, pour ma chaîne YouTube, je dirais qu'en général, ça me prend une journée d'écrire et de tourner la vidéo, et ensuite 2 journées de faire le montage et la publication, donc au final 3 jours complets pour une vidéo. C'est pour ça d'ailleurs que je sors assez peu de vidéos, c'est que ça me prend pas mal de temps. Alors peut-être que je pourrais faire mieux. D'ailleurs là je suis en train d'essayer d'optimiser les choses. Les 3 dernières vidéos de ma chaîne, c'est-à-dire quelle caméra Lumix en 2024, mais également les 5 conseils pour filmer une captation et cette FAQ, les 3 ont été tournés la même journée. Donc là je suis à la 3e vidéo du jour, j'ai toujours de l'énergie, je suis toujours là. Je me suis habillé 3 fois différemment pour bien vous avoir, mais j'avoue que voilà, ça prend quand même pas mal de temps de faire des vidéos pour YouTube. Et après je consacre aussi du temps à la rédaction de ma newsletter, donc j'envoie quand même 2 mails par semaine, donc vu que je veux faire les choses bien, ça me prend aussi un petit peu de temps, je dirais peut-être 3-4 heures pour les 2 mails. Et je consacre aussi du temps à mes formations et à mon programme d'accompagnement. Donc tout ça finalement vient s'entremêler. Mon planning c'est un petit peu un gruyère, mais en général dans une journée où j'ai pas de projet pour un client, j'essaye de faire le matin des tâches créatives comme la rédaction d'un mail, l'écriture d'une vidéo, et de faire l'après-midi des choses un petit peu moins, qui demandent moins d'énergie, moins de concentration, comme par exemple du montage, du dérochage de face caméra, ce genre de choses, voilà. Ça demande quand même moins d'énergie. En ce qui concerne mes sources de revenus, je sais que c'est ça que vous attendez. Donc vous l'avez compris, il y a 2 parties dans mon activité. La partie vidéaste freelance, donc ça c'est les contrats avec mes clients, c'est une seule source de revenus. Et le montant, ça varie vraiment en fonction des projets. Et la deuxième partie, c'est la partie création de contenu. Dans cette partie-là, j'ai 3 sources de revenus. Il y en a 2 qui sont assez minimes. La première, c'est les revenus Google, en gros, c'est les pubs qui passent devant mes vidéos. Mais ça, je crois que c'est autour de 200 €, entre 150 et 200 € par mois. Sachant que ça, c'est du chiffre d'affaires sur lequel il faut encore enlever des charges et des impôts. Donc voilà, c'est vraiment un pourboire. J'ai aussi des liens d'affiliation sur du matériel qui me rapportent pareil entre 150 et 200 € par mois. Mais ça reste pas grand chose par rapport au temps que je consacre à ma chaîne YouTube et à mes formations. Et du coup, la grosse source de revenus de ce côté-là, c'est mes formations et mon programme d'accompagnement. Donc là, j'ai pas de chiffres à vous donner parce que ça varie, mais je dirais qu'en gros, on est entre 2 et 4 000 € de chiffre d'affaires mensuel. Donc il va y avoir des mois où c'est la partie client qui rapporte plus et la partie création de contenu moins, d'autres mois où ça va s'inverser parce que j'aurai pas trop de missions client, mais grosso modo on est à peu près sur un équilibre 50-50. Et sinon mes projets pour 2024, déjà dans la partie client, je dirais continuer à explorer cette voie du contenu incarné face caméra sur des séjours sport et nature. Donc là je travaille pour l'UCPA mais je vais essayer d'élargir un petit peu ma clientèle, j'ai déjà quelques discussions en cours d'ailleurs. J'aimerais continuer également à faire des captations de pièces de théâtre parce que c'est un domaine que j'aime beaucoup. Sur la partie création de contenu, continuer à faire des vidéos sur YouTube parce que ça me plaît toujours autant. Je dirais même que ça me replaît beaucoup parce qu'il y a une époque où finalement je m'amusais un petit peu moins. Je pense que j'étais rentré dans un certain moule où je parlais beaucoup de matériel et en fait je m'amusais moins. Et je pense que vous le ressentez peut-être d'ailleurs sur mes dernières vidéos. Je m'amuse un petit peu plus et je me lâche un peu plus. Donc continuez dans cette direction sur ma chaîne. Continuer à développer mon programme d'accompagnement vidéaste à plein temps, parce que ça c'est un projet qui me tient beaucoup à cœur. Et sur la partie perso, j'ai prévu de me réunir avec ma famille l'été prochain en Corse, et j'aimerais bien de nouveau faire un film de famille. Je pense qu'il y aura sûrement aussi des interviews comme en 2019, mais j'aimerais bien apporter de nouvelles choses. Je ne sais pas encore, ça se trouve je vais les découvrir sur place pendant la semaine. En tout cas, ça fait pas mal de projets qui m'excitent beaucoup. Merci à tous de m'avoir suivi, merci à tous de m'avoir suivi. On se dit à l'année prochaine, on se dit à l'année prochaine pour de nouvelles